bonjour. Je vais vous présenter en fait. Donc j'ai passé quelques temps à étudier un bouquin, un certain sujet, et donc je vais vous présenter Science, évolution et perspectives d'avenir. En fait, si vous voulez, ça aborde pas mal de sujets. C'est très intéressant. Et si j'ai compris, normalement, vous devrez avoir compris à la fin. Voilà. Mais c'était assez ambitieux. Hein. Enfin, je m'attendais pas à ça, mais bon, on va voir. Alors, comment ça marche? Ça marche pas. C'est online. C'est à côté, je crois. Ah ouais, j'ai dit. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors en fait, ça c'était une phrase qui m'a plu. Donc c'est la vraie physique est celle qui parviendra quelques jours à intégrer l'homme en fait dans une représentation cohérente du monde. C'est en gros en fait les sciences et la physique, c'est censé nous permettre de mieux comprendre le monde et de sentir qu'on fait partie de celui-ci. En fait. Et ce qui s'est beaucoup passé, enfin moi ce que je constate, c'est que les sciences petit à petit se sont beaucoup spécialisées et cloisonnées, alors qu'à d'autres époques en fait on avait vraiment des gens qui les appréhendaient dans leur globalité, dans leur totalité, qui voyaient le monde comme ça. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions ou des choses comme ça, c'est toujours intéressant. Donc là j'ai mis un premier slide en fait avec un peu le message que je veux faire passer, donc à travers ce sujet en fait qui je trouve passionnant. C'est tout d'abord en fait il faut vraiment prendre conscience en fait qu'on a énormément de potentiel d'action. En fait. C'est notre force en fait, notre engagement, qu'il soit associatif, professionnel ou autre, il peut vraiment conduire à des vrais changements et c'est quelque chose que je pense ce sujet peut montrer en fait d'une certaine façon. Ensuite, le deuxième point dont je veux parler, c'est qu'on est dans un monde qui change profondément. Donc c'est ce que veut dire par RIP, Rest in Peace, quoi. Donc il faut le réaliser, donc ça change, on n'est pas toujours d'accord dans la façon dans laquelle il change, etc. Et que le monde auquel nous on aspire, en fait, c'est pas une utopie. Ça veut dire, c'est vraiment quelque chose qui, par ce sujet, en fait, montre que c'est quelque chose de possible, de désirable et en plus de possible, en fait. Après, c'est un sujet, en fait, c'est vraiment la dynamique des systèmes. Donc, c'est quelque chose où j'espère vous faire comprendre, en fait, l'intérêt du sujet, des sciences et de la dynamique des systèmes en particulier. C'est notamment le rapport Meadows, par exemple, c'est vraiment la dynamique des systèmes. Donc, c'est vraiment celui qui a lancé en fait le mouvement écologique et c'était vraiment la pure dynamique des systèmes en fait. Ils ont modélisé tout ça. Donc après il y a quelques messages en plus, qui sont, enfin un message d'humilité parce que les sciences c'est bien, mais ça nous permet pas de prédire l'avenir en fait. Et ça, et vraiment c'est quelque chose de flagrant. Ça veut dire que ça nous donne des images de qu'est-ce que peut être l'avenir, mais c'est pas l'avenir en fait. Donc il y a vraiment beaucoup d'humilité à avoir par rapport à ça. Et après, au niveau personnel, dans ce monde qui change, quels sont les dangers, les opportunités, etc. Enfin, je vais continuer. Voilà. Donc, un premier point en fait que j'ai trouvé très intéressant, c'est que en fait, dans ce bouquin, ils ont établi une sorte de classification des sciences, à savoir au niveau en fait de partir des sciences et de faire en sorte que ça augmente en complexité. Ça va pour l'instant ou ouais, ok, ça c'est clair. Du coup, je fais un check. Et donc en 1830, en fait, Auguste Comte classifiait les sciences comme les mathématiques, l'astronomie, donc qui était un peu la physique, l'étude des étoiles. Ensuite, la physique, je sais pas exactement quoi, mais bon, la chimie, la biologie et la sociologie. En fait, c'était vraiment leur perspective à l'époque. Et qu'aujourd'hui, nous, en fait, ça a évolué. Donc, on a vraiment les mathématiques, donc c'est le socle de toutes les sciences. C'est avec ça qu'on modélise et qu'on fait nos schémas. Mais ensuite, il y a la mécanique quantique. La mécanique statistique, en fait, qui est une approche statistique des molécules, donc c'est juste, tu fais sur un grand nombre, tu as une particule qui bouge, et en fait, tu as beaucoup de particules qui bougent, tu essaies de voir quel modèle tu peux faire pour prévoir tout ça. Et donc là, c'est la thermodynamique, et c'est vraiment le domaine qui est intéressant là-dedans. Il y a une particularité, en fait, dans la thermodynamique, c'est que la notion d'évolution, comme de Darwin, en fait, elle est intrinsèque à la thermodynamique. Parce que dans tous les autres domaines de la physique, en fait, on peut complètement inverser le temps et c'est totalement symétrique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de notion d'évolution. On peut revenir en arrière, en avant et c'est pareil. Alors que dans la thermodynamique, en fait, il y a des processus qui font qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et donc c'est une spécificité de ce domaine en fait de la science. Et donc il est basé sur trois principes qui sont la conservation de l'énergie. Donc je vais parler un petit peu. La transformation, donc c'est l'entropie en fait. Et là, en fait, dans ce bouquin que j'ai étudié, qui disent qu'il y a, en fait, les êtres vivants et tous les systèmes en général ils postulent en fait qu'il y a une troisième loi qui est
qu'on essaye d'évoluer vers une sorte d'augmentation de l'entropie en fait. Donc vous allez voir, pour l'instant c'est flou, mais ça va. Et après, bref, il y a la mécanique classique, l'électromagnétisme, etc., jusqu'aux sciences humaines en fait. Donc c'est cette classification qui s'établit. Il y a juste 2 points. Donc là j'ai parlé de l'évolution et de l'irréversibilité, c'est-à-dire on ne peut pas revenir en arrière. Et il y a un autre point, juste pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que c'est qu'un système complexe, parce qu'on en parle partout. C'est juste en fait qu'on a, par exemple, le climat est un système complexe parce qu'il y a beaucoup de variables. Ça veut dire, une variable, c'est genre, il y a la température, mais il y a la pluviométrie, etc. Donc il y en a énormément. Et en plus de ça, c'est pas des droites. Ça veut dire quand on les trace, chacune d'entre elles, en fait, ça fait des formes super bizarres, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle non linéaire. Voilà. Donc c'est pas facile à appréhender, mais aujourd'hui on a les outils. Donc on a notamment les statistiques pour tout ce qui est le nombre de variables, donc quand on a beaucoup de choses ensemble, et après des simulations à l'aide d'ordinateurs. Ça va là je commence à... Le MEP, ça veut dire quoi, Maximum Entropy Production, donc c'est vraiment ce principe qui dit qu'on cherche à augmenter ça, et qui est justement très intéressant. Voilà. Donc là, je sais que c'est un peu dur. Donc là, en fait, je vais juste faire une approche intuitive de qu'est-ce que la thermodynamique, donc cette science en particulier. Donc les quelques notions de thermodynamique qui sont en haut à gauche, en fait, le volume, donc c'est juste un espace. Voilà. La pression, en fait, c'est en fait la thermodynamique, c'est juste le schéma en tout à droite. En fait, c'est plein de particules qui bougent partout. Et donc ça occupe un certain espace, donc il y a le volume. La pression, en fait, c'est quand ça tape sur la paroi dans laquelle c'est, et là c'est une force. Et après il y a la température qui est en fait une mesure de à quel point ça bouge. Voilà, c'est plus ou moins ça. Donc ça c'est les 3 concepts qui sont intéressants. Et après il y a le concept de chaleur et d'énergie. Donc en fait la différence entre la chaleur et l'énergie, c'est que la chaleur c'est la forme la plus dégradée d'énergie. En fait elle est désordonnée. Alors que du travail mécanique, c'est quelque chose d'ordonné en fait. Il y a un certain ordre dedans. Et après, il y a l'entropie, qui est en fait une mesure vraiment de qu'est-ce qu'on connaît sur le système. C'est-à-dire quand, par exemple, si je prends tous les points là partout, et que si je sais exactement où sont tous les points, quelle est leur vitesse, etc., en fait, il n'y a pas d'entropie dans le système parce que je connais tout d'une certaine façon. Enfin, c'est un peu ce concept-là. Ça va parce que c'est compliqué. Enfin, c'est pas. Ouais, ok, c'est clair, je suis content. Et donc là, je répète juste les 3 principes de la thermodynamique. Voilà. Et donc là, en fait, si on prend la mécanique statistique, donc c'est juste dire, on a beaucoup de particules qui bougent partout et on cherche à comprendre comment ça se passe. Donc chaque particule, en fait, elle a une position, elle a une vitesse, elle a une énergie. Quand elle se tape, en fait, elle se transfère en fait cette énergie de l'une à l'autre, elle change de direction, etc. Et donc il y a tout un mouvement qui est fait comme ça, et ça a lieu dans différents milieux. Dans les milieux comme le gaz, où c'est très très libre. Dans les milieux comme le solide, où c'est un peu plus, comme les liquides, pardon, où c'est plus collé les uns aux autres et plus dense. Et comme les solides, où en fait c'est complètement collé et ça bouge juste, ça vibre en fait. Voilà. Donc voilà. Bon, je vais pas rentrer dans l'oméga en fait parce que je pense que c'est superflu. Mais enfin, je vous laisse. On en rediscutera si vous voulez. Voilà. Donc, en fait, l'entropie, il y a 2 formes d'entropie, et c'est intéressant. Il y a l'entropie au début qui était thermodynamique, donc qui était liée à la physique, à la science de la physique. Et ensuite, il y a l'entropie qui est liée à la théorie de l'information. Et en fait, à un moment donné, donc il y a eu d'abord cette thermodynamique qu'on a étudiée. Donc c'est quand il y a des frottements, typiquement il y a de la chaleur qui se crée, donc c'est de l'énergie désordonnée. Et là, en fait, c'est désordonné. C'est passé d'une énergie, par exemple, mécanique, où je pousse quelque chose comme ça, et en fait, ça devient de la chaleur. Bon, là, ça a chauffé, en fait, on s'en rend pas compte, mais ça a vraiment chauffé. Et après, en fait, il y a la théorie de l'information qui a été faite pour mesurer, en fait, la quantité d'informations qu'il y a dans un message. Et ce qui était incroyable, en fait, c'était exactement la même formule, au signe près. Donc en fait, l'entropie, c'est exactement l'opposé de l'information. Ça veut dire plus t'as d'entropie, moins t'as d'information, plus t'as d'information, moins t'as d'entropie en fait. Donc et là, ça a un peu unifié tout ça. Et donc en fait, même dans un ordinateur, par exemple, quand il y a une information qui est perdue, en fait, il y a un dégagement de chaleur. Donc il y a vraiment une correspondance exacte, plus ou moins, enfin c'est ce qu'ils disent dans le bouquin, après il faudra que je creuse plus, mais enfin il avait l'air de connaître le sujet, le mec. Donc, en fait il y a vraiment une dissipation d'énergie sous forme de chaleur. Voilà. Et donc là je commence à rentrer un peu dans le vif de ce qu'il dit le mec.
À savoir que là, en fait, on est sur un schéma. En fait, il postule que il y a des structures en fait dissipatives, qu'il appelle dissipatives, qui se retrouvent autant dans le minéral que dans d'autres, dans des tout types de systèmes gazeux, dans le vivant, etc. Et il appelle ça des structures dissipatives qui en fait s'auto-organisent pour maximiser en fait leur dissipation d'énergie. Donc c'est vraiment la troisième loi de la thermodynamique. Donc en fait elles font en sorte de trouver le bon mouvement en fait par rapport aux lois qui les gouvernent pour faire en sorte de produire cette opération. Et donc là en fait c'est plus ou moins la représentation. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il dit, c'est que ça s'applique tout autant aux mécanismes sociaux qu'aux mécanismes minéraux ou au gaz en fait. Et donc là, typiquement, c'est représenté comme des points en fait qui sont reliés les uns aux autres, donc comme un réseau de neurones dans notre cerveau ou comme un ensemble. Donc c'est un peu comme des particules d'un gaz ou des choses comme ça. Et comment ça marche? Donc ça, c'est une structure dissipative tous ces points-là. Et en fait, elles prennent donc nous, on apprend quelque chose, en fait, on importe de l'information, donc on diminue notre niveau d'entropie, donc enfin, on a plus d'informations, et en fait, on va chercher à délivrer un travail mécanique pour nous nourrir d'une certaine façon, en fait. Cette énergie, c'est vraiment une certaine forme de nourriture qu'on recherche, en fait, et qui peut se trouver à différents niveaux. Donc ça, est-ce que ça va? C'est à peu près clair. J'ai dit trop de trucs. Ouais, j'ai perdu quelques personnes. Il s'essaie pas au final de maximiser l'énergie. La dissipation d'énergie en fait. Maximiser la dissipation d'énergie. Ouais. Ça veut dire que là au départ par exemple dans le système tu as un neurone qui a de l'énergie et à la fin tu en as plusieurs qui ont de l'énergie. En fait, ce neurone en fait c'est comme un sens qui va capter quelque chose sur son environnement et il va transmettre le message aux autres en fait. Ils vont s'organiser pour se transmettre le message et ils vont prendre une décision qui est genre j'ai capté ça, en fait maintenant je vais faire ça et je vais voir est-ce que mon environnement en fait il me nourrit comme ça. Donc est-ce que par exemple en tant qu'abeille, quand on m'a transmis ce message en fait, on m'a dit va par là. Est-ce que il y avait vraiment de la bouffe ou pas, tu vois? Est-ce que c'était la bonne façon de communiquer? Etc. Et en fonction de est-ce que ça a marché ou pas ici, ils vont toujours faire en sorte de fonctionner, enfin de s'organiser différemment pour arriver au meilleur résultat. Ça va mieux? Et pour Ouais. transmettre de l'information, il faut de l'énergie ou pas? Oui, enfin. L'énergie, l'information, la différence, c'est l'information en fait c'est quelque chose un peu d'immatériel. Tu vois, c'est comme une. Alors que l'énergie, enfin pour que ça fonctionne, il faut forcément de l'énergie, ça c'est sûr. C'est un fait. En fait, il faut séparer Ça va d'autres questions? C'est. Ça, ok. Dites-moi si vous avez. Parce que j'ai mis un peu de temps à comprendre, donc c'est pas facile. Donc en fait, ça c'est pas très important, c'est juste. C'est juste en fait comment ça s'organise. Quel est le mécanisme en fait pour que les systèmes s'organisent, et ils montrent que c'est des mécanismes en fait avec des principes qui à différentes échelles en fait apparaissent. Donc là c'est deux exemples, mais je vais expliquer un peu plus loin. Ok. Et qu'en fait donc il y a un point critique, c'est-à-dire il y a un point auquel le système il est nourri le plus possible. Et nous en fait tous les systèmes, les structures dissipatives oscillent autour de ce point critique en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la dune en fait. C'est comme si c'est comme une dune où tu mets tout le temps du sable et qui va monter ou descendre en fait. Donc quand la pente elle est trop grande, tout s'écroule, et quand elle est trop faible, ça remonte en fait. Donc c'est vraiment une oscillation comme ça. Et ça. Donc si on récapitule un peu en fait, les structures dissipatives, elles mémorisent de l'information, donc en fait elles importent de l'information de leur environnement, et elles ont une action mécanique sur l'environnement pour se nourrir d'énergie d'une certaine façon. Et en faisant ça en fait, elles vont exporter de l'entropie. Donc en fait elles modifient profondément leur environnement. En faisant ça au cours de ce mécanisme-là, parce que ça c'est lié à la seconde loi de la thermodynamique qui dit qu'en fait l'entropie elle peut que augmenter. Donc si la tienne diminue, en fait tu fais forcément augmenter celle d'à côté.
Donc ce qui se passe en fait à ce niveau-là, c'est que du coup, vu que tu modifies ton environnement, et si toi tu le fais trop vite, tu n'arrives plus à t'adapter. Et c'est en fait ce qui est un peu expliqué ici, à savoir que plus vite elle dissipe de l'énergie, plus vite elle va modifier son environnement en fait. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'effet de la reine rouge, c'est-à-dire que c'est un peu ce à quoi on est confronté aujourd'hui, à savoir on a fait évoluer extrêmement vite l'environnement, et maintenant en fait il faut qu'on se réadapte suffisamment vite en tant que société pour arriver à répondre aux problématiques qu'on aura demain. Et ici en fait c'est un graphe qui montre comment en fait ils ont programmé un réseau de neurones, parce que maintenant on peut le faire avec des ordinateurs, et au début ils l'ont fait en sorte qu'ils structurent d'une certaine façon en le nourrissant d'informations, et puis après ils ont donné des informations totalement différentes, et c'est là en fait où ils se sont retrouvés avec toutes ces oscillations qui sont ici en fait. Donc c'est là où en fait la société ou la structure dissipative s'est complètement réorganisée. Et donc pendant ce moment-là, donc là c'est le moment où toutes les réponses sont bonnes, donc à savoir on est adapté, on comprend ce qui se passe, on est dans un monde qu'on comprend, et donc on donne la bonne réponse quand on pose une question. Quand on commence à changer de monde, en fait, c'est le temps que ça se réadapte, en fait, on fait plein de conneries. Et puis après, on revient à un niveau à peu près correct de réponse. Et donc c'est assez, et après il y a quelque chose d'intéressant en fait, c'est que c'est au point critique, donc quand on arrive à trouver une sorte d'équilibre, qu'on maximise en fait la production d'entropie. Je sais pas si je suis clair, ça va? Ouais. Est-ce que c'est possible que le système soit détruit avant qu'il retrouve une phase d'équilibre à cause du trop plein de... Ouais, c'est... Oui. Non. Alors, là en fait c'est un petit résumé des différentes échelles en fait auxquelles il a trouvé ce genre de mécanisme. Donc par exemple sur je vais prendre la casserole qui est au milieu. Donc là en fait je l'ai structuré avec il y a un déclencheur, donc il y a quelque chose qui fait en sorte que le mouvement, donc il y a un flux d'énergie en fait qui fait en sorte que le mouvement se crée. Et après il y a le domaine d'usine, c'est comment ça va s'organiser en fait. Et il y a le point critique qui est le moment où en fait le mouvement est enclenché et il bascule. Donc si on prend l'exemple des cyclones ou de la casserole, en fait il y a un mouvement comme des bulles en fait qui se créent, un mouvement de convection qui est créé par la différence de température. Et donc ça c'est et en fait ça correspond à une importation d'informations parce que c'est quelque chose d'ordonné. Donc à partir du moment où on a une forme d'ordre, en fait on a une forme d'information. Donc ça veut dire que l'eau en fait qui est dans la casserole, elle a par rapport aux contraintes qu'on lui a mis de température, c'est comme si elle avait d'une certaine façon importé de l'information pour s'ordonner et qu'ensuite elle a produit un mouvement pour dissiper l'énergie en fait et rééquilibrer cette différence de température. Et ce mouvement perdure en fait tant que la différence de température est suffisamment grande. Et c'est le même phénomène par exemple qui est derrière les courants météorologiques, etc. Donc ça c'est quelque chose de connu qui a... En fait, il considère que l'atmosphère s'organise autour de ça. Au niveau de la biologie, par exemple, le support de l'information, en fait, c'est les gènes. C'est les gènes, donc c'est à partir de ça en fait que va se faire l'évolution. Et en fait, le point critique correspond à donc le point où en fait le système change. Ça correspond vraiment en fait à une sélection entre des grands êtres très adaptés ou des petits êtres très adaptables. Donc les grands êtres très adaptés, c'est un peu ceux qui arrivent énormément à dissiper de l'énergie et les autres qui arrivent très bien à survivre dans différents environnements. Et après il y a le mécanisme de l'homme en fait où c'est le support de l'information, c'est vraiment notre culture. C'est-à-dire notre évolution en tant qu'être humain, elle est vraiment culturelle. Est-ce qu'on arrive on a stocké l'information dans des livres, dans des ordinateurs, dans des choses comme ça. Et c'est des opinions, des courants d'opinion qui forment des domaines culturels, en fait, des choses comme ça. Et en fait, ce
ce qui est intéressant, c'est que pour chaque domaine différent, donc que ce soit la socio ou la psycho ou des choses comme ça, c'est comme si on recherche une forme d'énergie, enfin si j'extrapole un peu, enfin ce que j'ai ressenti différente. C'est-à-dire on recherche un retour de notre environnement qui est différent. C'est-à-dire nous en tant qu'être humain, on évolue dans un environnement qui est notre société et dans laquelle on recherche certaines choses, donc certaines stimulations en fait au niveau psychologique, et qu'en fonction de ça, on adapte notre comportement par l'apprentissage. La même façon, notre société ou notre groupe social ou notre nation, en fait, elle recherche un peu la même chose. Elle recherche donc par des mécanismes de consensus, de prise de décision, etc., à dire là je prends telle décision économique, quel est le retour, pour qui, etc. Donc là, après il y a des enjeux qui sont comme ça en fait. Et après il y a donc c'est un peu et ce qui est en fait très intéressant, c'est que ça offre, s'il y a des structures communes à différentes échelles, en fait ça offre des possibilités d'apprentissage et de compréhension du monde autour de nous qui est beaucoup plus importante. Parce que d'une certaine façon, ça veut dire que avec des modes de pensée qui sont similaires à différentes échelles, en fait tu peux aussi bien commencer à comprendre un peu la socio que d'autres domaines. Donc c'est quelque chose qui est au niveau éducatif qui est intéressant. Je vais passer à la prochaine. Donc là c'est un peu en fait l'illustration au niveau de l'univers. En fait il montre à partir de l'âge de l'univers l'apparition de différentes structures dissipatives, et il montre qu'en fait l'énergie dissipée par kilogramme, en fait elle est beaucoup plus importante dans le temps, et que ce sont les sociétés humaines en fait qui sont les plus dissipatrices d'énergie, donc en fait qui sont d'une certaine façon au niveau de l'évolution, ça veut pas dire que c'est normal qu'on soit apparu, mais c'est cohérent. Et après donc un peu un schéma entre macro et micro qui évolue. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que j'ai un peu galéré, c'est qu'en fait il dit dans le bouquin qu'il y a une dimension spirituelle là-dedans, et ça j'ai pas du tout compris. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre en fait, et à un moment donné, je sais pas, mais je me suis dit que si en fait on crée du désordre autour de nous en tant qu'être humain, en tant que société, par notre action, ça veut dire en fait que concrètement on crée plein de trucs en fait. Et donc c'est un peu la vocation créatrice de l'être humain qui est derrière, à savoir t'apprends des choses, t'évolues et tu les emmagasines pour ensuite créer plein de choses en fait. Et c'est comme ça un peu que je l'ai interprété. Alors je sais pas ce que vous en pensez, je suis curieux d'entendre votre point de vue là-dessus, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai compris. Bon après c'est un peu les supports de l'information en fait tels que ça a évolué dans le temps. Donc il y a deux choses qui sont importantes en fait, c'est notre support de l'information et notre support énergétique en fait. Comment on a apprivoisé l'énergie au fil du temps pour évoluer, pour avoir un potentiel d'action mécanique qui est plus important. Et celui-là, c'est l'information en fait, c'est un potentiel de compréhension du monde pour engendrer de l'action mécanique qui est plus important, pour notre bien-être, pour notre bonheur, etc. Et après, donc ça c'est le résumé qu'il donne. Et en fait, ce qu'il dit, c'est une différence de sélection en fait entre donc des grands êtres qui sont très adaptés et de petits êtres qui sont plus adaptables en fait, qu'on peut exprimer à différentes échelles, et qu'en fait aujourd'hui on est dans un moment de basculement où les sociétés les plus consommatrices d'énergie en fait, qui sont très adaptées à un monde d'abondance en fait, risquent de connaître des changements profonds pour basculer vers comme un phénomène en fait de mini effondrement par palier ou total ou des choses comme ça en fait, plein de scénarios possibles. Mais en fait il pose un peu les bases de l'espoir d'une certaine façon dans ces périodes en fait 20, 30, 40, 50 prochaines années qui nous attendent, à savoir que c'est par la connaissance en fait qu'on peut vraiment replanter les graines du monde de demain en fait, par notre compétence, par nos compétences et comment on arrive à un peu envisager ces choses-là, ce changement profond. Et voilà, bon là j'ai répété le message, c'est pas très important. Donc voilà, vous avez des questions?